Merci de nous rester fidèles. Bonsoir à toutes et à tous. 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bienvenue dans cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Barthélémy Dias, chez le procureur ce jeudi, les populations de Mermoz-Sacré-Cœur déplorent ce qu'ils considèrent comme étant un acharnement à l'encontre de leur maire. Elles comptent organiser une grande mobilisation devant le palais de justice ce jeudi. Le chef de l'État en visite dans le Saloum et le Sénégal oriental. L'opposition assimile cette tournée économique à une campagne électorale déguisée. Le camp présidentiel répond par le mépris et parle d'atteinte des objectifs en synergie avec les populations. Effectivité de la baisse du loyer, les chiffres parlent de 2890 cas en 2014. Le nombre de plaintes est passé à 690 en 2016. Le ministre du Commerce annonce des commissions d'arbitrage dans les quartiers et l'allègement de la caution pour les étudiants. Sauver l'année scolaire 2016-2017 en évitant les scénarios catastrophes de l'année dernière. La démarche est digne d'intérêt selon plusieurs acteurs qui se penchent sur sa concrétisation. Au cours d'une assemblée générale ordinaire de la coalition Éducation pour tous, ces acteurs misent en faveur du respect des engagements pris par le gouvernement et d'un sursaut patriotique de la part des syndicalistes. L'invité du 20h, Maître Bassirou Sakho, vice-président de l'association des locataires du Sénégal, il est interrogé par Antoine Diouf, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Je vous l'annoncer tout de suite en titre. Barthélémy Dias fera face au procureur ce jeudi. Les populations de Mermoz-Sacré-Cœur parlent d'acharnement. Elles estiment que cette convocation de leur maire a des soubassements politiques et pour soutenir l'édile, elles préparent une grande mobilisation. Ce sera ce jeudi devant les locaux du palais de la justice. Fatima Ba pour les détails. Matinée ensoleillée dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Ici, la convocation du maire Barthélémy Dias ce jeudi est sur toutes les lèvres. Pour la plupart des riverains, cette décision a des soubassements politiques. Il y a des gens qui sont derrière Macky Sall. Tu vois, le combat, c'est pas le combat de l'APR et le Parti Socialiste. Le combat, c'est le Parti Socialiste contre le Parti Socialiste. Il faut le dire. Il y a des gens qui sont du Parti Socialiste qui poussent Macky à faire sortir le dossier. Convocation, vraiment, à mon avis, cette convocation n'a pas sa raison d'être, il faut le dire. Le régime en place veut tout simplement barrer la route à Khalifa Sall. Macky Sall et ses camarades disaient que Barthélémy Dias était innocent. Et maintenant qu'il s'attaque à son gouvernement, on veut l'éliminer. Ce n'est pas normal. Du jour au jour, Abdou Majib Ndiaye, un autre jeune du quartier, lui se veut très prudent sur la question. Laissons la justice faire son travail. Il n'y a qu'à aller répondre à cette convocation. S'il est innocent, ils ne pourront rien faire d'autre que le laisser partir. Pour soutenir leur maire, ses habitants préparent une grande mobilisation ce jeudi devant le palais de justice. Nous allons nous mobiliser massivement, nous les jeunes du département de Dakar, JS, les autres partisans, les parents, tout le monde, on va mobiliser tout le monde. C'est notre maire et nous allons nous mobiliser pour le soutenir. Barthélémy Dias sera jugé par le tribunal correctionnel de Dakar dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf suite à l'assaut de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur par des nervis en décembre 2011. Le président Macky Sall en tournée économique à Kaolack, Kaffrine et Tambacounda, une tournée à vocation agricole, mais pour l'opposition, cette tournée économique rime avec gâchis, promesses non tenues et campagne électorale déguisée. C'est l'avis de Thierno Bocoum du Rewmi. En réponse, le camp présidentiel estime que le travail qui se fait dans la discrétion et toujours en synergie avec les populations. Le point avec Fatou Kinedem. Conseil des ministres décentralisé, tournée économique, même concept selon le chargé de communication du parti Rewmi. Thierno Bocoum qualifie le déplacement du président Sall de campagne électorale déguisée. La différence, c'est que le président Macky Sall n'amène pas tous ses ministres.
Le résultat, on le connaît, le résultat est constant. Ce sont des débauchages, ce sont des bains de foule, des meetings, des rencontres. C'est une campagne électorale déguisée du président de la République. Et c'est très dommage. Des propos battus en brèche, la tournée économique du président Sall est d'une importance capitale à l'heure actuelle. Le président de la République décide, après avoir tenu des conseils ministériels dans ces localités, d'y retourner exclusivement pour 2 raisons. Est-ce que les engagements que j'ai pris dans cette région ont été exécutés sur la base du calendrier que j'avais proposé? Le président Sall dans les régions à la rencontre des populations, l'opposition dans la rue à Dakar pour dénoncer la gestion du régime, à chacun sa stratégie. Mais nous travaillons pour que certains principes soient sauvegardés, qu'il y ait plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles, qu'il y ait plus de défense des libertés individuelles et collectives, et qu'on aille aussi vers des élections libres et transparentes. Ce sont les populations elles-mêmes qui vont adhérer au projet présidentiel par les résultats au concret, par des bourses de sécurité familiale, par la CMU qui est opérationnelle, par autant de choses objectives qui, à la base, au niveau social, concernent les populations. Depuis son arrivée au pouvoir, Macky Sall sillonne le territoire national pour s'enquérir des besoins sociaux. Une initiative que dénonce l'opposition qui pense que l'heure est au travail pour une émergence économique. Parlons de tout à fait autre chose. À présent, effectivité de la baisse du loyer. Les chiffres parlent. Le nombre de plaintes aurait baissé de 2890 cas en 2014. Le nombre est passé à 965 cas en 2016. Le ministre du Commerce, Alioune Sarr, annonce des commissions d'arbitrage au niveau des quartiers. Aux étudiants, il promet l'allègement de la caution et ce n'est pas tout. D'autres recommandations seront également étudiées avec la commission en charge de cette baisse du loyer. Compte rendu de la réunion d'évaluation de la baisse, c'est avec Maïmouna Ndiaye. 2 ans, 9 mois d'application, la loi portant baisse du loyer évalué peut mieux faire. Le ministre du Commerce reconnaît et donne des assurances. Il y a des idées aujourd'hui que nous avons déjà abordées et qui seront complétées par d'autres. Dans une solution apaisée, que nous puissions trouver ensemble des solutions. Puisque, en définitive, cette loi, elle est faite pour améliorer le pouvoir d'achat de tous les Sénégalais, locataires comme bailleurs. Locataires tout comme bailleurs, des séries de réclamations reçues, les locataires davantage sensibilisés, les plaintes en baisse de 2890 cas en 2014. Elles sont à 965 en 2016. Sur les 998 cas que nous avons reçus au niveau de l'ASCOSEN, donc tous les cas ont eu gain de cause sur les bailleurs. L'année suivante, ils ont changé en disant oui, nous allons essayer de mettre en place un système de congé. C'est-à-dire, ils vous disent je dois prendre la maison pour y habiter ou bien pour reconstruire la maison, etc. Là aussi, nous avons vu que sur les 987 cas que nous avons reçus, les 900 cas ont eu raison parce que c'était des congés fictifs. Le cadre réglementaire a revisité, des commissions d'arbitrage a installé, les loyers destinés aux étudiants à alléger. Que nous puissions voir comment remoderniser, réhabiliter, construire des R+2, R+3 qui permettront non seulement de fournir un logement amélioré, mais également de travailler sur la baisse du loyer, parce que ça améliore en définitive l'offre de location. En plus de l'offre que nous avons dans les zones de développement comme Diamniadio, que nous puissions aussi, dans certaines zones de Dakar, que nous puissions aussi engager cela avec les propriétaires fonciers, avec les banques. Une autre réunion d'évaluation annoncée lors du Conseil de la consommation prévu dans les prochains jours. Les résultats issus des travaux de la commission en charge de la baisse du loyer, très attendus. Et puis en marge de cette réunion d'évaluation sur la baisse des loyers, la Fédération des agents et courtiers immobiliers du Sénégal s'est prononcée. Elle demande l'assainissement du milieu, un accompagnement qui, selon leur président, passe forcément par l'accessibilité du financement, mais aussi de la fiscalité. Mais pour ce faire, un appui de l'État est souhaité. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la Fédération des agents et courtiers immobiliers au micro de Maïmouna Ndiaye. Le problème de l'immobilier au Sénégal, donc, c'est basé sur 3 axes qu'il faut un petit peu réorganiser. Ça veut dire que le financement, donc, parce qu'il y a l'implication des banques, il y a aussi le foncier et en plus la fiscalité.
Donc ce sont ces 3 F-là qu'il faut essayer de résorber pour permettre à tout un chacun de bénéficier aussi bien de ces baisses, de bénéficier d'un logement décent et de bénéficier donc ce qu'on appelle aujourd'hui les logements sociaux. Essayer de professionnaliser ces gens qui tournent autour de ce métier, qui rôdent autour de ce métier. Ça veut dire que tout un chacun peut se lever au jour pour dire que je suis agent immobilier, je suis courtier immobilier. Tout un chacun va créer une agence immobilière. Donc on peut constater que ça a été libéralisé à un certain moment, mais il faut qu'on retourne à régulariser le secteur. Ça veut dire que former des professionnels dans ce domaine, les apprendre à respecter donc, les clients, les apprendre à respecter les lois qui ont été posées. Et direction Thiès à présent, les litiges fonciers sont récurrents dans la capitale du rail. Une rencontre s'est tenue à la promenade des Chez-Soi pour se pencher sur la question. C'était en présence du gouverneur, des autorités locales, mais aussi des populations. Charanta Diop Seylatir pour la correspondance. Une rencontre s'est tenue à la promenade des Thiessois sur la problématique des litiges fonciers qui sont récurrents dans la commune de Thiès. Le panel qu'il a organisé, mais surtout les expositions qu'ils vont faire ici, au niveau de la place de France, permettront aux populations qui sont intéressées de pouvoir venir s'enquérir et d'éviter les solutions de facilité. Quand on décide de mettre toutes ces économies dans un terrain, il faut au minimum se sentir l'obligation de vérifier vers là où on met les pieds. Il y a des services qui sont là pour ça. Le cadastre est là pour ça, l'urbanisme est là pour ça, le domaine est là pour ça, les services de la mairie sont là pour ça, les services des centres fiscaux sont là pour ça, les structures de sociétés immobilières sont là pour ça, les maires, les notaires sont là pour ça. Donc je pense qu'il y a une sorte de camisole de force qui est tissée autour du terrain. Et malgré tout cela, il y a toujours des problèmes. Accompagner les populations pour qu'elles puissent avoir des terrains normalisés et que les populations puissent édifier leur toit en toute sécurité. Avoir des terrains à usage d'habitation normés et normalisés, c'est le vœu des autorités. L'initiateur du forum veut qu'on se départisse de certaines pratiques liées au foncier. Pour acheter un terrain, il y a là où on doit aller pour l'acheter. Il faut que ce soit que le promoteur ait des papiers administratifs justifiant que son produit est juridiquement valide pour qu'il puisse au moins faire la vente de son produit. Donc, on est là, même ce panel, ce que disait le gouverneur tout à l'heure, ce panel va aider les gens, la population chez soi, à connaître quelles sont les normes pour acheter un terrain. Ce salon international du foncier continue de mobiliser les usagers dans la cité du rail qui viennent s'enquérir des contours de ce problème. Parlons à présent de l'aéroport international Blaise Diagne. Sur place, le taux d'exécution des travaux est passé de 85 à 88% et la date de démarrage des activités est prévue en décembre 2017. Des annonces du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, était en visite hier à Dias pour s'assurer justement de l'état d'avancement de ces travaux. Je vous propose de l'écouter au micro de Seynou Thiam et Béra Diagne. Nous avons pu voir les évolutions en termes de travaux dans les bâtiments, dans les infrastructures connexes. De 85% des travaux, le groupement Somalimac a pu porter ce taux à 88%, soit 3% d'évolution en seulement 45 jours de travaux. Tout ceci nous permet d'espérer que les délais que nous nous sommes fixés pour l'ouverture de cet aéroport seront bien respectés. Les délais, comme je l'ai noté, sont de 8 mois de travaux à compter du paiement de l'acompte intervenu au début du mois de septembre. De ce fait, les travaux devraient se terminer au mois d'avril 2017. Mais comme vous savez, terminer les travaux, c'est une chose, mais la mise en service va prendre un certain temps avec les certifications et autres. De ce fait, nous espérons, et d'après ce qui est prévu, l'ouverture officielle de l'aéroport devrait intervenir au mois de décembre 2017. Du tourisme, nous parlons d'éducation. Comment sauver l'année scolaire en cours 2016-2017? Plusieurs acteurs ont posé le débat. C'était hier au cours d'une assemblée générale ordinaire de la coalition Éducation pour tous au Sénégal et à l'unanimité, les acteurs s'accordent à dire que année scolaire apaisée rime avec respect des engagements signés, mais aussi et surtout sursaut patriotique des syndicalistes. Salisso et Asmaï Diop ont assisté à cet AG. Les détails. Un dialogue permanent et le respect des engagements signés par le gouvernement, seul gage d'une année scolaire paisible selon le CUSEMS Tendance d'Ambouch. Le premier
élément sur lequel nous pouvons nous appuyer pour réaliser une année scolaire 2016-2017 dans la stabilité, c'est que chaque responsable, chaque secteur, que les gens prennent leurs responsabilités. Et parmi ces gens-là, nous pouvons citer le gouvernement. Nous attendons du gouvernement du Sénégal la mise en œuvre de l'ensemble des engagements, de l'ensemble des consensus, donc de la mise en œuvre, l'application de l'ensemble des accords signés avec les acteurs que nous sommes, les partenaires sociaux. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Les grèves, à n'en plus finir, écœurent tous les Sénégalais. Aujourd'hui, le peuple sénégalais attend de tous les acteurs plus de responsabilités. Un gouvernement déterminé, oui, mais il faut et surtout un sursaut patriotique global afin de sauver le secteur éducatif de la crise multidimensionnelle. C'est de réunir l'ensemble des acteurs, de mettre en place des synergies communes pour essayer de voir ensemble comment prévenir ces crises en relation avec le dialogue social et les autorités éducatives de ce pays. Des classes qui ne sont pas fonctionnelles, parfois c'est des enseignants ou bien des élèves qui sont absents au niveau des centres, mais aussi surtout nous constatons aussi la présence de beaucoup d'abris provisoires et avec la saison des pluies, beaucoup d'abris étaient détruits et qui ne sont pas encore construits pour permettre le bon fonctionnement des cours. La coalition Éducation pour tous au Sénégal tenait sa 3e assemblée générale ordinaire ce week-end. L'impact des crises scolaires dans la qualité de l'éducation était le thème retenu cette année. Dans la commune de Pire, il va être difficile pour les enseignants de dispenser des cours dans la mesure où il y a un manque d'infrastructures alors que l'effectif des élèves reste pléthorique, une situation déplorable selon les autorités locales qui demandent l'érection d'un 2e lycée. Le maire Serigne Mboup l'a fait savoir à la cérémonie de remise de fournitures scolaires aux écoles. C'était en présence de Cheikh Anta Diop et Saïla Tier. Il y a un manque criant de table-bancs dans plusieurs établissements scolaires de Pire. C'est ce qui a surtout retardé le démarrage effectif des cours. Effectivement, il y a des problèmes certes, parce qu'au niveau de l'élémentaire, au milieu du lycée, il y a un manque criard de table-bancs. Mais il en manque terriblement, parce que Mbar c'est une particularité. C'est des villages qui ont été déplacés par les ICS et qui sont venus nous rejoindre dans la commune de Pire. Cette année, les élèves qui étaient à Toben au nombre de 99 sont venus maintenant renforcer l'effectif qui était sur place. Ce qui veut dire qu'ils sont actuellement au nombre de 166 élèves pour 15 tables-bancs et pour 2 salles de classe tout court. Donc c'est un problème vraiment qui a attiré notre attention et qu'on a voulu vraiment informer le maire. Le maire de Pire, quant à lui, réclame un 2e lycée pour Pire, vu les bons résultats obtenus. Nous avons aujourd'hui environ 2200 élèves dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Et nous avons obtenu du gouvernement qu'il soit inscrit la construction d'un lycée de Pire depuis le conseil des ministres centralisés de Thiès. Nous savons que c'est dans le circuit et nous travaillons justement pour que cela soit fait. Il faut savoir aussi que le lycée n'est que le reflet des écoles primaires. Nous en avons 19 maintenant avec les meilleurs résultats dont on a parlé tout à l'heure, presque 90% au CFE et autant à l'entrée en 6e. Le conseil municipal a octroyé aux 19 écoles élémentaires de la commune de Pire des fournitures scolaires d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Allez, de Pire, nous filons directement à Louga. Louga, dont la région est confrontée depuis 2 ans à la malnutrition avec un taux avoisinant les 16% et un ratio de 2% concernant la malnutrition sévère. Cette prévalence sortie des enquêtes SMART est au-dessus des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Du coup, pour y faire face, un plan de riposte a été initié pour renverser la tendance d'ici la fin de l'année. Les détails, c'est avec Tchernoufal. La région de Louga se trouve depuis 2 ans dans une situation de crise nutritionnelle. Avec un taux de 16,1% de malnutrition, elle fait partie des zones les plus touchées par la maladie. Je pense que pour les normes OMS, quand une région a un taux supérieur à 15% de malnutrition, je pense qu'on déclare que c'est une région qui est en état de crise. Cette situation a été confirmée par les résultats enregistrés lors de la campagne de dépistage organisée par la Croix-Rouge au niveau de la région. Dans la région de Louga, actuellement, nous en sommes à 753 cas de masse malnutrition aiguë sévère et plus de 1200 enfants qui sont dépistés malnutris. Aujourd'hui, la région fait l'objet d'interventions particulières avec la mise en place d'un paquet de prise en charge de la malnutrition.
Donc nous, on est là pour appuyer la région médicale, en tout cas à mettre le paquet au niveau des structures de santé pour pouvoir prendre en charge les enfants gratuitement et qu'il y ait aussi une prise en charge de qualité des enfants. Grâce à l'appui de ses partenaires, différentes actions ont été menées par la région médicale pour renverser la tendance. C'est des sensibilisations que nous avons fait, mais aussi c'est une campagne de dépistage de la malnutrition que nous avons organisée dans l'ensemble des districts de la région. Donc aussi il y a des sites de récupération nutritionnelle qui sont actifs dans l'ensemble des districts. Et à ce niveau aussi, des résultats satisfaisants ont été obtenus quand même depuis le début de cette année. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, une caravane de sensibilisation a été organisée par la région médicale. À cette occasion, des équipes de jeunes ont sillonné les 3 départements pour informer les populations sur le lavage des mains, mais également sur l'hygiène alimentaire des enfants. Dans le lac de Guiers, les producteurs de la patate douce rencontrent d'énormes difficultés pour écouler leur stock. Plus de 100 hectares évalués à des milliers de tonnes ne sont pas encore commercialisés à cause d'une concurrence déloyale que leur font les commerçants maliens. Ils demandent l'intervention du ministre du Commerce en comité de développement départemental à Nguitch. Les autorités locales ont promis de trouver solution à leurs problèmes. Tchernofala. Dans le Waalo, particulièrement dans la commune de Nguitch, région de Saint-Louis, les producteurs de la patate douce rencontrent d'énormes difficultés pour écouler leur production. Depuis l'arrivée des commerçants maliens, des milliers de tonnes de la patate douce risquent de pourrir dans les champs. Les producteurs pointent d'un doigt accusateur les commerçants étrangers et demandent l'arbitrage du ministre du Commerce. 2000 hectares. Récolté 100 hectares. Nous avions semé 2000 hectares cette saison. Après la récolte, il y a 100 hectares dans les champs. Ceci est estimé à des milliers de tonnes. Et les producteurs ne peuvent plus les vendre à cause de la concurrence. D'autres difficultés ont été aussi soulevées lors du comité départemental tenu à Nguitch, notamment le manque d'outils pour l'irrigation des terres et le matériel agricole. En ce qui concerne le matériel agricole, nous avons des problèmes. Le président Wade avait amené ici plus de 1400 motopompes, mais certaines personnes ont vendu la moitié. Les producteurs ont d'énormes problèmes pour retrouver les motopompes. Pour les autorités locales, des mesures seront prises pour protéger les intérêts des acteurs de la filière menacés par la concurrence des commerçants maliens. Des difficultés liées, entre autres, à la commercialisation. Et ils sont même allés jusqu'à demander au niveau national que des mesures soient prises pour protéger leurs intérêts, parce qu'ils produisent en quantité et ils sont concurrencés malheureusement. Nguitch est une zone agricole. Les producteurs de la patate douce comptent dépasser ces problèmes pour faire de la filière un levier pour la réussite du PSE. Ousseynou Diop, merci. Nous restons avec vous pour parler cette fois-ci des étudiants en première année du Centre régional de formation en santé de Saint-Louis. Ils sont très remontés plutôt contre les responsables de l'école et pour cause, depuis le mois d'août dernier, ils n'ont pas fait cours. Ces étudiants ont manifesté leur colère ce lundi. Ils ont demandé au ministre de la Santé de régler définitivement ce problème en saisissant les autorités compétentes. Voici leur porte-parole, son nom, Ndaï Matindiaye, au micro de Ousseynou Diop. Au mois d'août, on a constaté que nous ne recevions plus nos emplois du temps à temps. On nous a envoyé des SMS vers 23h pour nous dire le cours qu'on avait le lendemain. Il nous arrivait même de venir jusqu'à classe le jour J pour savoir le cours qu'on avait. Et on est en APC, approche par compétence. Avant de venir en classe, on doit savoir d'abord le contenu du cours qu'on devait nous dispenser. On s'est dit que ce problème-là, on ne pouvait pas rester là les bras croisés, dans la mesure où ça impactait inéluctablement sur nos études. On est allé voir les dirigeants, les personnes de droit. On a même adressé des lettres au chef de la région médicale. On a aussi parlé à un certain Moussa Diagne, qui est un représentant de la région, du ministère de la Santé. Mais jusque-là, le problème, on n'a pas toujours trouvé de solution. Et dans cette école règne
une ambiance désagréable. On ne peut pas apprendre en paix, on ne s'épanouit pas. Et dans une école où on ne s'épanouit pas, je ne pense pas qu'on peut avoir des résultats escomptés. La mésattente qu'il y a entre les deux directeurs-là influence de manière négative sur nos études. En ce moment, on n'a pas encore fait de synthèse, encore moins des devoirs. Même à l'hôpital, les stages qu'on fait, une fois arrivé à l'hôpital, on nous demande si on est en première ou en deuxième année. Lorsqu'ils ont su qu'on allait faire le point de presse aujourd'hui, c'est hier même qu'on a affiché les synthèses et les devoirs. Et de manière condensée, il nous reste très peu de temps pour réviser. Parce qu'ils savent qu'on va porter nos voix très haut. Maintenant, ce que nous voulons, nous, c'est que Eva Medicosek vienne à Saint-Louis régler le problème. Et puis, sachez qu'au terme de 48 heures de grève à Louga, le SAMES tire un bilan positif. Selon le docteur Oulimata Affal, le mot d'ordre a été largement suivi. Seules les urgences ont été assurées. Donc, le service minimum, je propose de l'écouter. Elle est au micro de Tierno Fall. Alors, nous rappelons que depuis 4 ans, les syndicats de la santé sont en négociation avec le gouvernement du Sénégal. Le nœud du problème, c'est l'injustice totale sur les salaires des médecins. Car le médecin est l'agent fonctionnaire le moins payé de la hiérarchie A1. Entre autres, nous voulons l'amélioration des conditions de travail et nous luttons contre la fuite des cerveaux et tant d'autres problèmes que nous aimerions discuter avec le président de la République en personne parce que nous avons épuisé toutes les voies de médiation, de négociation et pour parler avec le gouvernement du Sénégal. Une véritable bouffée d'oxygène pour les populations des régions sud-est du Sénégal. La Sénélec, la Société nationale d'électricité, vient de dégager une enveloppe de 200 milliards de francs CFA pour l'amélioration de la fourniture en électricité dans cette zone. Une aubaine pour les populations bénéficiaires, naturellement. La correspondance est signée Abdoulaye Diallo. Dans le cadre d'une amélioration de la fourniture en électricité dans les régions sud-est du Sénégal, la Société nationale d'électricité, Sénélec, est sur la mise en œuvre de 2 projets. En 2 mots, il faut peut-être dire qu'on a 2 projets fondamentaux qui sont l'arrivée de la ligne 225 kV qui quitte le Sénégal oriental pour rejoindre la délégation sud sur la région naturelle de Casamance. Le deuxième projet, en fait, c'est la liaison qui va exister entre Tanaf et Kolda. C'est une vieille œuvre qui n'était pas achevée, que maintenant l'État du Sénégal a retenu d'achever. Puis après, maintenant, à relier l'ensemble de la région naturelle au reste du pays. Le coût du financement est de 200 milliards de francs CFA. Le financement fait 200 milliards et 80 milliards sont prévus pour la ligne 30 kg qui va relier Tanaf à Kolda. Cela, en fait, l'impact premier, c'est d'abord d'aller vers une réduction drastique des coûts de l'électricité, parce qu'on aura la possibilité d'alimenter la région par les centrales moins onéreuses. C'est des centrales qui vont avoir le kilowattheure le moins cher. Ça veut dire c'est le solaire, c'est l'hydraulique, c'est les centrales au charbon qui sont en train d'être mises en place dans les zones nord. Vu l'importance de ces projets dans le développement de la Casamance, les populations sont dans les dispositions de céder leurs champs pour abriter les équipements de la Sénélec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électricité est une demande telle que les gens accepteront même de céder leurs parcelles de terre pour avoir le courant. Et aujourd'hui, je crois que les débats l'ont montré. Ce qui a valu une rencontre entre des responsables de la société d'électricité et les populations concernées en présence des autorités administratives et des élus locaux. L'actualité hors de nos frontières, à présent, elle nous mène tour à tour en République démocratique du Congo avec le report de la présidentielle et la candidature controversée du président sortant, puis en Somalie, où 20 personnes ont été tuées au cours d'une attaque rebelle. Le récit est signé Hassan Affal. Report des élections en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a tranché et maintient Joseph Kabila, président du RDC, jusqu'au 29 avril 2017, date de la prochaine élection présidentielle. Pour la majeure frange de l'opposition, cette décision n'est en rien bénéfique aux Congolais, voyant que le président Kabila, en poste depuis 2001, cherche à braver un 3e mandat qui n'est pas permis par la Constitution.
De violents combats entre l'armée somalienne et des terroristes Shebab ont éclaté aujourd'hui à Afgoye, une ville stratégique, suite à l'attaque à la voiture piégée qui visait un poste de police local. 20 morts dans les affrontements interethniques en République démocratique du Congo, des heurts entre pygmées et bantous provoqués par un désaccord autour d'une récolte de chenilles à Kaboulou au sud-est du pays ont occasionné le décès de 20 personnes. En Côte d'Ivoire, le leader de l'opposition, Pascal Affi-N'Guessan, appelle au boycott du référendum du 30 juin organisé par le président Ouattara. Le leader du Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Gbagbo, demande à la population de dire non à cette proposition de nouvelle constitution qui n'est en rien bénéfique à la population ivoirienne. L'actualité, c'est le retrait de Yekini de l'arène, le champion de lutte sénégalaise Yahya Diop qui se retire de la lutte. Une retraite après 2 défaites successives, mais dans le monde de la lutte, on félicite le champion. Sa carrière forte et riche inspire. 15 ans sans défaite, roi des arènes pendant 8 ans, un palmarès grandiose qui doit servir d'exemple aux jeunes générations. Aminata Mbaresso, Léa Niafuna, reportage. Son arrivée dans l'arène, août 1997. Depuis, le fils de Bassoula régnait, un règne empreint d'exploits. Il a débuté en 1997 pour terminer en 2016. Donc 24 ans de carrière où il a tout gagné en lutte avec frappe. Il a obtenu 19 victoires, pour 2 défaites et un combat sanctionné par un nul par Moustapha Gueye. Donc faire ce que Yekini a fait, je pense que ce sera très difficile pour la nouvelle génération. Moi, la question que je me pose déjà, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra faire ce qu'il a déjà fait? Attention, il ne faut pas compter le nombre de combats ou le nombre de défaites. Il faut compter sa longévité. 15 ans sans perdre, aucun lutteur ne l'a jamais fait. Yekini, c'est 24 années dans l'arène, 8 ans, roi des arènes, sur la liste des champions qu'il a affrontés. Le deuxième tigre de face. On avait un peu de bis-bis dans l'arène, on a fait un combat. D'ailleurs, c'est le seul match nul qu'il a eu dans sa carrière. Alors, Mbeye m'avait conseillé de dire Yekini est plus grand que toi. Il est aussi plus costaud que toi, plus jeune que toi. Il faut l'énerver pour s'en sortir. J'ai essayé de l'énerver, il s'était énervé aussi. Alors, maintenant, Yekini, il était devenu un sage. Moi, peut-être 6 mois avant son dernier combat, on avait fait une réunion, lui et moi, chez lui, aux Almadies. On a fait 7 heures de loge. On ne l'a jamais fait. Moi, je ne m'étais jamais mis avec Yekini discuter pendant même 10 minutes. Mais on est resté 7 heures de temps à discuter. Il me parlait de sa carrière. Octobre 2016, l'ancien chef de file de l'écurie Dakarou dénoue enfin son game. Un départ mérité. Son encadrement pour le succès de la lutte sénégalaise, toujours sollicité. On lui demande aussi de rester dans l'arène et d'encadrer des jeunes. Je l'ai entendu dire qu'il restera à l'écoute de Dakar pour encadrer les jeunes parce qu'on l'avait encadré. C'est vraiment sage et noble. Hein? On a besoin encore de lui en tant que technicien pour encadrer la nouvelle génération, pour encadrer l'école de lutte Dakar, mais aussi en tant que promoteur. Chapeau au grand champion Yekini. Yahya Diop Yekini, grand champion de la lutte avec frappe, mais aussi et surtout fédérateur au sein de l'ethnie sérère à laquelle il appartient. Au lendemain de l'annonce de son retrait de l'arène, certains animateurs et commentateurs se prononcent. C'est le cas de Dibindia et de la RSI et Ibou Diouf de la radio Ndefleng. Écoutons-les dans ce reportage signé Ibou Diouf. Bombardier, attention Kaloko. Il était là pour faire plaisir aux amateurs de lutte. Yekini était aussi le porte-étendard de l'ethnie sérère. Le retrait de l'arène de l'enfant de Bassoul va laisser en vide. J'ai bien accueilli la nouvelle. Je suis quand même un peu peiné parce que je sais que sa présence va nous manquer énormément. Peut-être loo xam ne daal daanañ ko am ci Yekini te je crois bien dootuñ ko gaaw a am wala boog daal dina yee xëy na. Champion. Il a fait 15 ans de règne en passant par la lutte gréco-romaine. Au moment où je vous parle, quand il est là, alors qu'il a fait son point de presse, soit disant qu'il va arrêter
la lutte et construit aussi sa propre structure de lutte. Là aussi, franchement, nous sommes très fiers de ce qu'il a fait hier. De toute façon, quant à moi-même, j'attendais à qu'il soit aussi un tout petit peu de retrait de la lutte parce qu'il a pris l'âge. La retraite de l'athlète pose déjà le débat sur sa succession au moment où beaucoup d'espoirs sérères de la lutte ont du mal à confirmer. Attendons de voir parce que déjà il a dit que c'est Youssou qui est derrière lui. Donc peut-être aussi il y a d'autres qui sont ses parents. Il pourra peut-être les former un jour, nous les montrer. Mais qu'il s'agit de l'équipe de Ndakaaru, à part Youssou Ndour, peut-être son frère qui est comme Yekini Junior, ça va causer problème. Je ne vois pas encore son digne successeur. Yahya Diop Yekini quitte l'arène au moment où la lutte n'est plus l'apanage d'une seule ethnie. Même la lutte simple a connu une autre configuration. La lutte simple, c'est Reug est meilleur de tous les plans, en passant par Adrien Senghor, Galgui, partout où il passe, il s'est blasé aux jeunes. Donc on n'attendait pas à ça. Peut-être au moment où je vous parle, on n'a pas encore un qui pourra se présenter comme un lutteur simple. Là, ça cause problème. Là aussi, vraiment, c'est Reug qui bat son plein. Toute carrière sportive a une durée de vie et à chacun son tour. De nos jours, je pense sincèrement que Reug est le meilleur. La reconversion du champion ne se fait pas attendre. Une structure de lutte pour rester dans l'arène et faire plaisir aux amateurs. En attendant, la retransmission du savoir-faire s'impose pour aider à déceler d'autres champions. Ibou Diouf, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour la suite des programmes. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah Cissé, merci beaucoup pour toutes ces informations. Dans un instant, on va parler de location avec Maître Bassirou Sakho, il est le vice-président de l'association des locataires du Sénégal. Il sera avec Antoine Diouf dans l'invité du 20h. Mesdames, Messieurs, rebonsoir et merci de vous informer sur TFM, Miroir du Sénégal. Près de 3 ans après la rentrée en vigueur de la loi portant baisse des loyers au Sénégal, l'heure est à l'évaluation, une demande formelle du chef de l'État Macky Sall. La loi a-t-elle créé plus de problèmes qu'elle en a résolu? En tout cas, les chiffres sont parlants et les spécialistes se prononcent. Antoine Diouf, bonsoir. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, bonsoir et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons